Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, on regarde ensemble le sommaire. On y va. La Grande Team propose ce soir LGT News. Football ivoirien, faut-il se réjouir de l'intérêt des hommes d'affaires pour les clubs locaux? On en parle dans l'actu. Sans oublier les nouvelles des footballeurs ivoiriens évoluant sur le vieux continent et ailleurs. Et c'est dans la saga des pros. Bonne soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Alors c'est parti bien sûr pour une agréable soirée sportive en votre compagnie, amoureux du sport sur la 3. Nous sommes en direct bien sûr jusqu'à 22 h avec la question LGT de ce soir. Football ivoirien, faut-il se réjouir de l'intérêt des hommes d'affaires pour les clubs locaux? Donc vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. Et comme chaque soir, vous avez bien entendu la page Facebook de la 3, toujours disponible pour vous. Et aussi, ceux qui sont disponibles pour vous et sur le plateau, ils sont déjà sur le plateau, c'est les membres de la team, bien sûr. Avec eux, nous aurons leurs différents avis sur la question LGT de ce soir et sur les sujets de ce soir. Donc nous aurons donc Balo. Balo, bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Balo? Ça va et chez vous? Très bien, merci. José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, José Diati? Ouais, très bien, ça va. José Diati, vous voyez, j'ai haussé un peu le ton pour que... Oui, ça va Marie-Christine. Voilà, c'est bien. Et Mutiti, bonsoir. Bonsoir, MCB. J'ai fait un peu plus doux. Oui, parce que... Voilà. Quand tu me donnes de la voix, c'est adoucissant. Oh, vous êtes tellement aimable. Bon, lui, je ne sais même pas quelle voix je vais prendre pour lui. Oui, Stéphane, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Allez, ils sont là, ils sont présents et c'est parti avec la première rubrique, bien sûr, de l'émission. C'est LGT News. On y va. LGT News. Basketball pour démarrer les news. Un camp des jeunes à Abidjan. Une quarantaine de jeunes filles de différentes nationalités sont à Abidjan pour la 4e édition de la FIBA Africa Regional Youth Camp. Ce programme d'élite pour le développement des meilleurs jeunes joueurs africains dont l'âge varie entre 14 et 16 ans a été lancé hier, lundi, à la salle polyvalente du Palais des Sports de Treichville. L'étape d'Abidjan concerne les jeunes filles et s'étendra sur 4 jours. Les qualités physiques, techniques et surtout l'âge ont milité en faveur des élus. C'est une collaboration de FIBA, de la NBA et des fédérations locales pour dénicher les futurs talents de demain. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des sports et du cadre de vie, Adjé Silas Mech, était présent à cette cérémonie d'ouverture et s'est dit heureux d'accueillir ce rendez-vous de l'excellence. Golf, la 24e édition de l'Open International lancée à Yamoussoukro. Les buggy et autres swings de haut niveau seront d'attaque à l'occasion de la tenue de la 24e édition de l'Open International de golf, démarrée ce lundi 21 octobre dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les athlètes, repartis entre professionnels et amateurs, proviennent de plus de 23 pays du monde, dont les États-Unis, l'Afrique du Sud, la France, le Sénégal et notamment la Côte d'Ivoire. Les 83 professionnels et les 123 amateurs devront faire face à une grande adversité en vue de remporter le Graal à l'issue de l'ultime journée de compétition. Pour Basile Ebat, président de la Fédération ivoirienne de golf, cet énième Open permettra au golf ivoire de se frotter au tout meilleur. En marge de l'Open, des cours de reconnaissance du green et du parcours seront distillés aux élèves et étudiants golfeurs. Lancé hier, l'Open connaîtra son lever de rideau ce samedi avec la remise des prix suivie d'un dîner gala. Intéressons-nous au football. La pelouse du Félicia en rénovation. Le stade Félix Houphouët-Boigny sera indisponible pour une période de 2 semaines, selon un communiqué de l'Office national des sports. La raison, c'est que la pelouse de ce joyau fait l'objet d'un traitement en vue du renouvellement du gazon et de l'aération. Les travaux entamés il y a quelques jours vont s'étendre sur 2 semaines. À en croire l'ONS, ces travaux font partie du processus normal d'entretien des pelouses. Pour ce qui est du dernier match des éléphants, programmé au Félicia en novembre contre le Tchad pour le compte
route de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025, l'Office national des sports a rassuré le public sportif ivoirien. La pelouse sera prête à temps pour le bonheur de nos pachydermes. Football féminin, les U17 ivoiriennes invitées au Maroc. La sélection nationale ivoirienne féminine des U17 sera en déplacement dans le royaume chérifien cette semaine même en vue de prendre part à 2 rencontres internationales amicales. Elles affronteront leurs homologues marocaines ce 24 octobre pour le premier round et ensuite le 28 du même mois pour le dernier match amical. Des rencontres programmées au complexe Mohamed VI à Rabat. Pour cette expédition, 23 joueuses, essentiellement issues des clubs locaux, ont été retenues. En note de gardienne de but, 7 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 attaquantes. Villarreal, Eric Bailly blessé. À peine retourné en club après la trêve internationale, Eric Bailly vient de se blesser. En effet, lors de la 10e journée de la Liga disputée face à Retafe, le défenseur ivoirien a été contraint de sortir du terrain suite à un choc à l'épaule. Selon les médias espagnols, le sociétaire de Villarreal souffre d'une blessure à la clavicule. Toute chose qui pourrait le rendre indisponible pour plusieurs semaines. Eric Bailly passera des examens complémentaires cette semaine même pour avoir une idée nette de son indisponibilité. Prompt rétablissement à lui. Football ivoirien, faut-il se réjouir de l'intérêt des hommes d'affaires pour les clubs locaux? C'est donc la question LGT de ce soir et ce sera tout à l'heure dans l'actu. Pour l'instant, le débrief des news, on fait un petit tour d'abord au Maroc avec Balo. Oui, au Maroc, pour parler des 2 matchs amicaux de la sélection U17 féminine qui ira donc régler tout simplement son effectif. Quand je dis régler son niveau de jeu, voir comment est-ce que les joueuses vont évoluer ensemble. Il faut savoir que parmi les joueuses sélectionnées, on a la part belle pour le club de la SOA, notamment au niveau du milieu de terrain avec Tano Grace Leslie qui nous vient de la SOA. On a aussi des clubs moins connus comme Bodoua FC de Touro Kolo, Ghislaine Nguessa Adjoua de Yamoussoukro FC. Ça, c'est une bonne nouvelle. Yamoussoukro FC qui arrive à hisser une joueuse au niveau des U17. C'est très important parce qu'on rappelle que la CAF avait fait injonction aux différents clubs de développer la section féminine. Ça veut dire qu'au niveau de Yamoussoukro FC, il y a du travail qui est fait. Au niveau des attaquantes, on a l'Africa Sport d'Abidjan avec Ba Naomi et Babalola Aliat pour l'Atlético. Donc l'Atlético, c'est l'un des clubs féminins qui avait disputé la Ligue des champions féminines, qui avait représenté la Côte d'Ivoire. Donc on voit bien qu'il y a un bon cocktail de joueuses issues de clubs connus comme de clubs moins connus. Donc, partant de ce fait-là, on peut espérer en tout cas des scores honorables, une bonne prestation face au Maroc, qui est l'une des nations qui monte le plus au niveau du football féminin. On se souvient de la bonne prestation de l'équipe féminine marocaine emmenée par Reynal Pedros, à l'époque le sélectionneur français. Donc, bonne chance à nos filles des éléphants. On espère qu'elles vont nous ramener quelques victoires. On espère, Balo. Et puis, toujours en football, mais là, on parle de la pelouse, la pelouse du Félicia en rénovation. Oui, alors 10 mois après le premier coup d'envoi sur ce terrain, nos amis de l'ONS ont le réflexe de refaire la toilette de cette pelouse qui était un vrai joyau. Et une pelouse comme celle-là s'entretient. Il faut la laisser respirer, il faut l'entretenir. C'est comme des êtres vivants, hein. Il faut leur permettre de respirer, de s'aérer. Et c'est justement ce que l'ONS est en train de faire pendant 2 semaines. Je pense qu'on va reprendre, quand les compétitions vont reprendre, notamment en novembre pour le match Côte d'Ivoire-Tchad, on aura encore une très belle pelouse. Exactement. Bon, on attend de voir la pelouse donc rénovée. Et puis, on va s'aérer avec José Diati à Yamoussoukro. J'aime bien. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Voilà, donc oui, José. Oui, effectivement, Marie-Christine, on va parler de golf, une discipline vraiment très passionnante pour ceux qui la maîtrisent. C'est l'Open de Côte d'Ivoire. Oui. L'Open de Côte d'Ivoire qui avait vraiment perdu de sa notoriété à cause des nombreux problèmes qui existaient au sein de la fédération. On dit fédération de golf en Côte d'Ivoire, mais pas plutôt fédération ivoirienne de golf. Donc aujourd'hui, avec le nouveau président qui est élu,
les choses sont en train d'aller pour le mieux. Et l'Open se déplace à Yamoussoukro. Logiquement, c'est une compétition qui se joue à Abidjan depuis très longtemps, qui reçoit vraiment de très grands golfeurs venus d'un peu partout en Afrique et du monde. Mais ça a été délocalisé depuis longtemps à Yamoussoukro. Donc le nouveau président qui est arrivé, comme il vient d'arriver, il n'a pas voulu revenir à Yamoussoukro. Il a essayé d'aller un peu dans le sens des anciens dirigeants pour établir le golf à Yamoussoukro et plus tard revenir à Abidjan. Alors, à Yamoussoukro, c'est un circuit de 112, de 18 trous. 18 trous, comme à Abidjan. Mais le par a fait 72 à Yamoussoukro, contre 73 à Abidjan. Le par, c'est-à-dire du premier trou au 18e trou, le golfeur professionnel doit taper 72 coups en partant du premier trou pour arriver au 18e trou. Naturellement, entre le premier et le deuxième trou, c'est moins facile. Entre le troisième et le quatrième trou, il y a des difficultés, ainsi de suite. Voilà, ainsi de suite. Donc, quand le golfeur fait les 72 coups et il arrive au 18e trou, on dit qu'il a fait le par. Quand il va en dessous, l'objectif, c'est d'aller en dessous. C'est-à-dire que quand vous allez en dessous des 112 coups, vous avez bien joué. Quand vous allez au-dessus, vous avez mal joué. Donc, la compétition a commencé. Et pour l'instant, c'est un Zambien le Kenyan plutôt, chez les hommes. Là, il y a deux catégories. Il y a deux catégories, chez les dames et chez les hommes. Chez les hommes, la Côte d'Ivoire a quand même des professionnels, par exemple Soumaro Marcel. José Dati, pour terminer, oui, on a duré à Yamoussoukro quand même. Et chez les dames, il y a Beirbo Chantal qui occupe la 4e place. Donc, je suis un peu passionné par le golf. Oui, donc, vous êtes passionné par toutes les disciplines sportives de toute façon. Donc la compétition est très belle. C'est pendant 4 jours. Et on attend de déceler le vainqueur pour partir avec la mise. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce cours de golf, José Diati. Et puis, on note qu'il y aura samedi une remise de prix suivie d'un dîner gala. Ballon, on part au dîner gala? Oui, sans doute. D'accord. Bon, après Maroc, Abidjan, Yamoussoukro, on part à Montpellier. Jean-Louis Gasset, nouveau coach. Non, juste un mot sur notre Pépé Gasset. Celui qui a mis sur pied le groupe qui a gagné la CAN pour la Côte d'Ivoire. Il est appelé sur le banc de l'équipe de Montpellier. Il avait pris sa retraite en mai 2024. C'était juste avant son dernier match avec l'Olympique de Marseille. Et puis là, il fait déjà son retour 5 mois après. La carrière de Gasset ressemble un peu à une fatalité, j'ai envie de dire. Il est toujours sollicité pour les clubs qui sont en difficulté. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Saint-Étienne en 2018, Bordeaux en 2020, Marseille même cette année en 2024. Et puis là, c'est un retour du côté de Montpellier qu'il avait réussi à sauver en 2017. Montpellier était dans les difficultés en 2017. Il avait réussi à sauver le club. Là encore, il est le retour. Montpellier est dernier du championnat avec 4 points en 8 matchs. Mission de Gasset encore et encore sauver l'équipe de Montpellier. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il a encore cette passion? Bon, enfin bref, il joue de beaucoup de respect au niveau de la presse française de certains joueurs. Il est d'ailleurs lui-même, je crois, de Montpellier, si je ne m'abuse. Donc oui, il va faire ce qu'il a à faire pour essayer de sauver l'équipe de Montpellier. Et on va suivre ça de près, comme ça a été le cas avec l'équipe de Marseille. Souhaitons tout simplement bon vent, beaucoup de chance à Jean-Louis Gasset. Mais sa mission ne sera pas simple avec cette équipe de Montpellier. De toute façon, bon vent à l'ex-sélectionneur de l'équipe ivoirienne, Jean-Louis Gasset. Et puis, la question LGT de ce soir, oui, je vous redonne la question. Football ivoirien, faut-il se réjouir de l'intérêt des hommes d'affaires pour les clubs locaux? C'est tout à l'heure dans l'actu. Mais pour l'heure, c'est une pause publicitaire. On souffle un tout petit peu, vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous sommes toujours en direct, bien sûr, sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et nous passons au focus. On y va.
Éliminatoire CAN U20 UFOAB. Les éliminatoires de la CAN U20 zone UFOAB battent le plein actuellement. Alors, pour leur entrée en liste, les éléphantos n'ont pas tremblé. On en parle, bien sûr, avec vous, messieurs, mais juste après cette action du but ivoirien face au Burkina, battu 1-0. On regarde. Oh! Et voilà! Et voilà! La Côte d'Ivoire qui vient aussi d'ouvrir le score! Oh! Sur un coup de pied de coin et la tête de Cissé. Je pense bien sûr que c'est Isaac Cissé qui offre ce but à cette formation de la Côte d'Ivoire. Ça fait 1-0. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Goal for Côte d'Ivoire, scored by player number 8, Isaac Cissé. Bon, messieurs, ça fait plaisir à voir cette victoire des éléphantos. José Diati. Non, et là, je regarde les Métichés. Vous voyez l'effet que vous me faites. Je vous regarde en disant le nom de José Diati. Bon, José Diati, je vous regarde. Oui, ça fait plaisir. Avec plaisir. Oui, effectivement, moi, c'est une bonne performance des éléphantos, même s'il reste encore un match à jouer contre le Nigeria. Il faut dire que aussi la position de notre pays n'est pas aussi facile dans ce regroupement de UFOA-B, UFOA-A, qui est arrivé, je crois, en 2011 avec la dissidence qui est arrivée avec Anjorin, le président de la Fédération béninoise de football, qui a suscité ça. Aujourd'hui, on se retrouve dans des poules avec le Nigeria, le Ghana, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, des cadors qui se retrouvent dans la même zone. Et l'autre côté, le Sénégal, le Cap-Vert, non, le Sénégal, la Mauritanie et autres. Donc, moi, je pense que c'est un bon résultat. Et on attend le match, je crois, le jeudi contre le Nigeria. Il nous faut une victoire pour pouvoir... Mais avec un match nul même, je pense qu'on peut... Puisque le Burkina a déjà joué ses 2 matchs. Ouais. Voilà, le Burkina a déjà joué ses 2 matchs. Je pense qu'avec un match nul, on peut passer pour la série des demi-finales. Je pense que c'est un bon résultat. D'accord. Et Ballon, comment vous avez trouvé les poulains de Dao Lassina? Oui, solide. Parce que pour ce que j'ai vu, par rapport à la prestation des différentes équipes, j'ai noté quand même quelques qualités techniques dans les rangs des Burkinabés. Donc, côté ivoirien, à un moment donné, l'équipe a su faire le dos rond, a su, si vous voulez, annihiler les attaques des Burkinabés. Donc, oui, en gros, moi, je les ai trouvés solides et opportunistes. Parce que lorsqu'on revoit le but, c'est un but qu'ils ont su aller chercher parce qu'ils ont su profiter de l'absence de la défense burkinabé au second poteau. Et c'est là qu'ils inscrivent le but. Donc, oui, moi, je les ai trouvés solides et opportunistes. Roger Stéphane? Non, c'est-à-dire que moi, j'ai regardé quelques bouts, pas le match en entier. Je crois que c'était hier lundi, sur un site internet. À la vérité, le Burkina nous a dominé. En première période, les Burkinabés nous ont vraiment dominés. Ils avaient le ballon à quelques occasions de but. Et puis en seconde période, on a montré un visage assez courageux. Je pense qu'on a eu un joueur qui a été expulsé à la 75e minute, je crois. Donc, on a joué à 10 contre 11 pendant, je crois, 25 minutes. Et puis, c'est à la 87e minute que Isaac Cissé met ce but-là qui nous donne la victoire. Oui, c'est une équipe courageuse, mais qui joue sur ses valeurs habituelles et nos valeurs habituelles. C'est le maniement du ballon, un collectif qui se met en place, etc. etc. Ouais. D'ailleurs, j'ai lu tout à l'heure le coach Dao Lassina qui disait que le carton rouge sorti par l'arbitre n'a pas touché le moral de ses joueurs. Bien au contraire, cela a stimulé ces garçons. Et donc, ils en ont fait preuve sur la seconde période. C'est une équipe qui a été très, très courageuse, avec de très bons petits joueurs, qui ont montré beaucoup de qualités. Maintenant, le résultat, il est bon parce que c'est le premier match qu'on gagne 1-0. Oui. On prend 3 points, on joue deuxième derrière le Burkina. Non, on est premier de la poule. Parce que le Burkina qui a perdu contre nous a gagné son premier match face au Nigeria. Donc, sur le deuxième match qui suit, si on négocie bien face à l'équipe du Nigeria, oui, on pourrait se qualifier pour les demi-finales. D'accord, donc une bonne prestation de nos éléphantos, Méchichi. Oui, je crois que les éléphantos ont fait preuve de beaucoup de solidité, d'une grande solidité défensive, d'une grande solidarité au niveau du terrain, parce qu'ils ont été diminués, ils étaient diminués. Je crois que c'est en première mi-temps plutôt qu'ils prennent le carton rouge. Ah oui, parce que les éléphants cherchaient à marquer quand ils ont plutôt pris ce carton rouge. Ah. Donc, mais ça a eu comme impact de les remobiliser. L'entraîneur Dao Lassina a fait de très bons choix. Il a fait un très bon coaching puisque c'est un des entrants
qui fait la passe, la dernière passe, donc c'est un côté gagnant. Et les joueurs sont restés sereins, ils ont regardé droit les Burkinabés dans les yeux, à 10 contre 11, et puis voilà, ils gagnent ce premier match qui va les amener désormais à jouer contre le Nigeria. C'est un match extrêmement important. Les Nigérians ont perdu face au Burkina Faso. Donc la victoire des éléphants rabat les cartes dans cette poule. C'est une poule à 3 équipes, qui a le Burkina et la Côte d'Ivoire en 3 points. Un bon résultat du Nigeria remettrait tout en cause face au Burkina Faso. Donc, il faut les féliciter, il faut féliciter ces garçons. Avec les jeunes, là, les matchs sont toujours d'une grande intensité. Exactement. Et donc, il faudra se préparer, se remobiliser pour jouer le match contre le Nigeria qui peut les qualifier pour la demi-finale. Exactement. Avec les jeunes, vous avez dit c'est toujours des matchs d'une grande intensité. C'est cela. Oui, parce que je sais ce que c'est avec Ballot sur le plateau. Effectivement, voilà, la jeunesse, voilà. Oui, José Diaty, rapidement. Oui. Non, enfin, moi, je voulais rebondir un peu sur le propos de Tchétché Aimé. Il a parlé de jeunesse, en fait. Voilà. Oui. Ce que les Ivoiriens doivent comprendre, les compétitions des jeunes, c'est pour les voir progresser. C'est pour les voir progresser. Et non, il faut qu'ils soient indulgents. Parce que dans les compétitions de jeunes, ça va peut-être vous surprendre. Moi, j'ai discuté souvent avec des gens comme Didier Benjamin et des connaisseurs comme Sori Diabaté, paix à son âme, qui disent, par exemple, on ne va pas à la CAN d'une compétition de jeunes pour remporter la CAN. Voilà, ça surprend, ça surprend. Mais l'objectif premier, si vous remportez la CAN, c'est tant mieux. Mais l'objectif premier, c'est de voir l'évolution des jeunes. De U17 à U20, U23, vous constaterez que les équipes, par le passé, quand l'imagerie à résonance maritime n'était pas de mise, les équipes qui remportaient les compétitions de jeunes les années passées, c'était le Nigeria, c'était le Ghana, c'était le Cameroun, et même la Gambie qui a remporté 2 fois la CAN de U17. Parce qu'ils trichaient sur l'âge. Ils trichaient sur l'âge simplement. Parce que logiquement, si une équipe de U17 remporte une CAN avec l'effectif de 20 personnes, on doit au moins voir 8 ou 9 éléments de cette équipe-là en U20. Ensuite, au moins retrouver 2 ou 3 éléments en sélection A. Donc, il faut que les Ivoiriens soient indulgents. Les compétitions de jeunes, c'est pour former les jeunes et les voir évoluer. C'est pourquoi ils ne sont pas richement dotés. La CAN des U17 ou bien des U23, c'est 200 millions, 300 millions, là où la CAN elle-même fait 5 milliards. Voilà. Donc, c'est ça. D'accord, merci pour l'information, José Diaty. Bon, justement, parlons de jeunesse et parlons de l'auteur du but, Issa Cissé, homme du match et unique buteur, s'est exprimé. On l'écoute. C'est un sentiment émouvant et que on a joué contre eux à Abidjan et j'ai pas été bon contre eux à Abidjan. Donc aujourd'hui, je me suis rattrapé grâce à Dieu et je remercie Dieu pour ce trophée que j'ai tant désiré et dédié ce trophée à tous mes coéquipiers et surtout à ma famille. Un message pour les éléphantos, Roger Stéphane. Non, c'est de bien jouer, comme ils l'ont fait face à l'équipe du Burkina. J'ai vu que le programme, il y a eu une séance d'entraînement ce mardi au stade municipal de Lomé, décrassage, soins médicaux, récupération, un peu de massage. Et puis, il y a eu repos cet après-midi pour jouer donc le match de jeudi face à l'équipe du Nigeria. Le Nigeria, on connaît le football nigérian, c'est un football athlétique, mais aussi technique, mais auquel on est habitué. Je pense que quand on a gagné, même si ce n'est pas logique, hein, quand on a gagné le Burkina et que le Burkina a gagné le Nigeria, on peut espérer faire un bon résultat face à cette équipe du Nigeria. Comme l'a dit Daoud Lassina, les enfants ont un très bon moral. Il faut aller jouer crânement avec cette dimension-là. Faire un petit match nul, nous qualifier directement. C'est surtout ne pas perdre ce match-là. Mais pour le reste, je pense que le coup est jouable face au Nigeria. Et les résultats du groupe B et aussi le classement et bien sûr le programme sont... Oui, donc au niveau du groupe B, lors de la première journée, le Burkina a battu le Nigeria 1-0. La Côte d'Ivoire a disposé du Burkina Faso sur le même score. Et ça va permettre donc aux éléphants de pouvoir défendre grandement leur chance lors de la dernière journée face au Nigeria. Donc en cas de résultat positif, on pourra se qualifier au prochain tour en demi-finale et pourquoi pas espérer aller... accrocher une finale et remporter ce tournoi. Et des chances de qualification, Ballot? Oui, absolument, des chances de qualification parce que, vous savez, une équipe aussi, dans ces compétitions, doit montrer une capacité à monter en puissance, c'est-à-dire non seulement capacité à monter en puissance, mais aussi une solidité. Sur le premier match, je pense qu'ils ont su montrer cette qualité de solidité, de solidarité. Ouais. C'est ce qui compte dans une compétition de football. Donc, sur ces qualités, on espère qu'ils vont pouvoir surfer là-dessus pour arriver au bout. D'accord. Nous, pour l'instant, on va surfer sur la pub. Allez, on revient tout de suite.
De retour sur le plateau de la grande team Amoureux du sport, et c'est un plaisir d'être en votre compagnie chaque soir, du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, bien sûr en direct sur la 3. Et on va terminer avec le focus de ce soir, éliminatoire CAN U20 zone UFOAB, avec bien sûr le programme et le classement. C'est ça, Balo? Oui, absolument, le classement et le programme. D'abord, il faut savoir qu'au niveau du classement, donc la Côte d'Ivoire est en tête avec 3 points plus 1, un meilleur goal average, c'est important. Deuxième, le Burkina Faso, 3 points avec 0. Et le Nigeria qui ferme la marche, 0 points moins 1. Et le programme, c'est bien sûr Côte d'Ivoire, Nigeria, dont on parlait tout à l'heure, jeudi 24 octobre à 15h, 00. Voilà donc pour le focus et nous passons à l'actu de ce soir. On y va, l'actu. Le téléphone est bien sûr ouvert, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Faut-il se réjouir de l'intérêt des hommes d'affaires pour les clubs locaux? Plusieurs clubs ivoiriens sont passés sous le contrôle de sociétés sportives dirigées par des hommes d'affaires. Faut-il se réjouir de ce phénomène? Bon, on verra tout à l'heure l'élément de l'équipe de rédaction. Pour l'instant, messieurs, je vous pose la question. Voilà. Un oui ou un non, s'il vous plaît, à vos panonceaux. C'est donc un oui pour tout le monde sur le plateau. Très bien. Alors, très chers téléspectateurs, vous avez droit à la parole. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99, bien sûr, pour répondre à la question. Et là, on regarde l'élément de la rédaction. Après, on en parle sur le plateau. On y va. Le football ivoirien reste marqué depuis quelque temps par un intérêt croissant d'hommes d'affaires qui ont décidé d'investir dans des clubs locaux. Le FC San Pedro, racheté en 2015 par l'opérateur économique tunisien Mohamed Ali Achisha, fait œuvre de pionnier dans ce sens. Sur le même modèle, la RFC Yacro a été reprise en 2021 par la holding PFO, dirigée par la famille Fakouri. Le club a changé de nom pour devenir Yamoussoukro FC. L'année dernière, Guéry FC de Gagnoa est passé sous la coupole d'un groupe d'investisseurs originaires du nord du pays. Le club a été rebaptisé US Chologo et réside désormais dans la ville de Korogo où il reçoit ses matchs à domicile. Le dernier exemple en date est le Sporting Club de Gagnoa. La gestion du club a été cédée à une société sportive dirigée par l'homme d'affaires ivoirien Tommy Nikos Taïro. Celui-ci est connu pour ses investissements dans le club djiboutien de l'Arta Solar. Des informations font également état de ce que Issiawazi est en voie de passer sous le contrôle de l'homme d'affaires ivoirien Stéphane Képré. Des négociations seraient en cours et l'officialisation de la cession serait imminente. Toutes ces transactions sont rendues possibles par la loi sur le sport qui, en ses articles 17 à 21, précise le cadre juridique de la cession des activités des associations sportives à des sociétés sportives. Si ces transactions sont donc légales et produisent des effets positifs, notamment la modernisation des clubs et des résultats sportifs probants, elles rencontrent cependant des réticences fondées sur des valeurs affectives et sociales, voire morales. Ce nouveau modèle économique est-il le passage obligé pour la modernisation et la compétitivité des clubs locaux? La motivation de ces hommes d'affaires sert-elle réellement les intérêts du football ivoirien? Faut-il se réjouir de l'intérêt des hommes d'affaires pour les clubs locaux? Bien sûr, sur le plateau de la grande team, pour les membres de la team, c'est oui. Pour tout le monde, avant de vous laisser argumenter, s'il vous plaît, messieurs, avec un tour de table, sur la page Facebook de la 3, nous avons Djizoua Allange et Burni qui nous dit « Bonsoir la team. Si cela peut booster notre championnat, tant mieux. Leur arrivée permettra d'avoir un meilleur traitement salarial pour les joueurs et permettra d'avoir un meilleur niveau de notre championnat, un meilleur rayonnement lors des coupes africaines. » D'accord. Aimé Tchétché, on vous écoute. Oui, parce que pour moi, diriger un club de football pour un mania, un homme d'affaires, ce n'est pas le problème. Oui. Ce n'est pas le problème, puisqu'ils ont l'argent pour recruter les meilleurs joueurs. On voit le cas avec celui de Gagnoa qui a recruté Alain Traoré. Oui. Dans son sillage, il y a notre jeune frère Salomon Kalou. Il a recruté comme entraîneur Bernard Casoni, qui a joué à l'Olympique de Marseille, un ancien international. Donc,
Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le fromager, vers la région du fromager, vers le Sporting Club de Gagnoa. Ouais. Ça, c'est important. Cependant, il faut qu'ils revisitent un peu leur gestion. Okay. Il est bien d'acheter un club, d'y investir. Les joueurs n'auront pas de problème de salaire, de loyer, de primes de match. C'est bien. Mais il faut voir comment gérer ça. On a vu plein ici, vous avez cité Chologo, vous avez cité San Pedro FC. C'est bien. Mais je pense qu'il faut donner une identité à chaque club. Il faut rendre ces clubs-là populaires. Ouais. Il faut faire des jours de match de ces clubs-là une fête populaire. Il faut que l'écolier qui est à Gagnoa, je prends le cas de Gagnoa, ouais. L'écolier qui est à Gagnoa sache qu'il y a match de football. Il faut que les gens qui habitent les villages alentours sachent qu'il y a match à Gagnoa. Il faut que le tenancier de maquis, le chauffeur de taxi dans la ville, sache qu'il y a match. C'est ça la différence. Oui. Donner une identité, il faut que les gens se reconnaissent dans ces clubs-là. Pour le moment, ça fait défaut. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre, mais tant que ce n'est pas arrivé, ça va être difficile pour eux. Très bien, on note que ça va être difficile pour vous, mais on va poursuivre sur ce sujet, ne vous inquiétez pas, Aimé Tchétché. Nous avons un appelant, Monsieur Chance Codé, qui nous appelle d'Angré Nouveau Chu. Bonsoir, monsieur. Et bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Et puis, la question LGT, hein, faut-il se réjouir de l'intérêt des hommes d'affaires pour les clubs locaux? Oui, bien, avant de commencer, j'aimerais saluer tous les tontons qui sont sur le plateau. Voilà, ils nous font du bien. Bonsoir. Et puis, par rapport à la question, je pense que nous ne pouvons que nous en réjouir parce que ça va rehausser le niveau du championnat ivoirien. Et puis, le traitement des joueurs. Si vraiment ces hommes d'affaires sont vraiment sincères, s'ils investissent dans ce club-là, je pense que le traitement des joueurs va pousser les joueurs à se surpasser pour avoir des victoires dans le championnat ivoirien. Ça va permettre aussi à la population ivoirienne de pouvoir suivre les matchs du championnat ivoirien. C'est très important. Oui. Parce que souvent, quand on voit le traitement des joueurs, vraiment, de certains clubs, vraiment, ça fait pitié. Et je pense qu'avec ces hommes d'affaires qui sont arrivés, je pense que ça va rehausser le niveau du football ivoirien. D'accord, ok. Donc pour vous, il faut se réjouir. Oui, on ne peut que s'en réjouir, ça. D'accord. On ne peut que s'en réjouir. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Chance Codé. Ok. Allez, bonne suite de programme sur la 3. Donc, après les arguments de Aimé Tchétché, on va écouter les arguments de Balo. Oui, justement, j'ai dit oui, parce que mon argumentaire se traduit autour de deux mots, besoin et avantage. Quels sont les besoins des clubs ivoiriens en ce moment? On constate qu'il y a eu un exode depuis très longtemps de nos meilleurs joueurs vers d'autres contrées, vers d'autres championnats, pour des raisons de salaire. Parce qu'il faut savoir que nos clubs ivoiriens souffrent aussi non seulement de l'exode, mais aussi d'une masse salariale très basse, comparativement à certains grands championnats, étrangers. Donc, il faut savoir qu'en plus de ce problème de masse salariale et de l'exode des différents joueurs, il y a aussi un troisième besoin qui est la structuration des clubs. Voilà, ces clubs ne sont pas structurés. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, malheureusement, on ne répond pas aux normes, aux standards des différents clubs internationaux, que ce soit au niveau de la disposition des staffs médicaux, que ce soit au niveau de la qualité des terrains d'entraînement. Tout ceci peut se régler justement par, si vous voulez, la venue de différents milliardaires à la tête de nos clubs. Et l'avantage que ça, c'est que c'est avec de l'argent qu'on pourra régler le problème de la masse salariale en permettant de faire monter la masse salariale, premièrement. Deuxième avantage, en structurant le club, parce que pour structurer un club, il faut des moyens. Il faut beaucoup de moyens pour pouvoir structurer un club et faire avancer le club vers de meilleurs résultats sportifs. Donc ça, ce sont les deux avantages, mais également aussi la crédibilité pour attirer des sponsors et des partenaires. Parce que si le milliardaire ou bien le propriétaire du club
est crédible de par ses finances, parce qu'il est solvable, il va sans dire que les sponsors vont se ruer. Donc, pour voilà, toutes ces raisons-là, moi, j'estime que oui, on a besoin de milliardaires. Et il y a un modèle en Afrique, Patrice Motsepe, Mamelodi Sundowns, qui a permis au Mamelodi d'atteindre ce niveau. Exactement. On a également Chelsea, qui a été le précurseur au niveau international avec l'arrivée de Roman Abramovich. Donc, on les invite à se ruer vers les clubs ivoiriens. D'accord, très bien. Et peut-être qu'on aura Roger Stéphane, mais une seconde, avec le milliardaire Roger Stéphane. Nous avons un appelant. Monsieur Irié-Pierre, qui nous appelle d'Atekoubé. Bonsoir, monsieur Irié-Pierre. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci bien, madame. Voilà, et je vous écoute, oui, allez-y. C'est une très bonne chose à une seule condition, madame. D'accord. Une très bonne, je dis c'est une très bonne chose à une condition, parce que pourvu que ces manias qui viennent là ne lorgnent pas des postes électifs. On se connaît en Côte d'Ivoire. Il suffit de lorgner tout d'un poste électif, il devient l'adversaire de tout le monde. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Et le dernier cas que je doute, c'est le cas d'Issi Awadji. On sait que celui qui vient là, c'est un homme politique. Et on connaît la situation politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qu'il fasse très attention, sinon ils vont nous créer tous les problèmes du monde et ça va faire que Issi Awadji va avoir tous les problèmes. C'est ce que je voulais dire. Merci, madame. On n'espère pas. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Irié-Pierre, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Vous appelez donc d'Atekoubé. Le milliardaire... Mais vous faites bien de dire ça. Non, vous faites bien de dire milliardaire, c'est très bien. Vous êtes parfois très intelligent, c'est bien ça. C'est très bien. Non, c'est très bien, j'adore ça. Mais parce que je suis très heureux. Ça fait 4 ans assis ici que j'appelle de tous mes voeux que des gens investissent dans le sport en Côte d'Ivoire. J'ai souvent interpellé les grandes fortunes ivoiriennes. J'ai même souvent interpellé les anciens footballeurs, richissimes, mais qui malheureusement ne s'intéressent pas au football local. Aujourd'hui, quand je vois ça, mais je suis tout heureux parce qu'il y a un début de quelque chose et c'est très bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde entier, à 80% dans le monde entier, le football, c'est le mécénat. C'est le mécénat, il n'y a que des hommes riches, des milliardaires riches autour et dans des clubs. Si vous allez en Europe, par exemple, vous prenez la Première Ligue anglaise, sur les 20 clubs, il y a 16 qui sont en main de mécènes. Sur le continent africain, vous avez de très beaux exemples. Motsepe avec Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, l'équipe du TP Mazembe avec Moïse Katumbi en RDC, Orea de Guinée avec Soirée. Si vous revenez en Côte d'Ivoire, sur de nombreuses années, les mécènes ont fait le beau jeu du football ivoirien. Maître Mondon Abeli Mandjoba avec le Stade d'Abidjan, le plus illustre, Saint-Bi de Messé Zinsou avec l'Africa Sport d'Abidjan, pas trop loin, Eugène Diomandé avec le CV Sport de San Pedro, Yeboah Sévérin avec l'équipe de l'Estanda. Donc les mécènes, oui, ont fait le bonheur du football ivoirien. Ils ont fait ailleurs le bonheur du football mondial. Je ne vous cite même pas Silvio Berlusconi en Italie. Je ne vous cite pas la famille Agnelli du côté de l'Italie. Mourati à l'Inter. Etc. C'est l'un des éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Mais c'est l'un des éléments, l'un des systèmes qui marche et qui va peut-être marcher plus. Je suis content qu'il y ait ça aujourd'hui. On va avoir des gens qui vont investir de l'argent, qui vont recruter de bons joueurs, qui vont mettre sur pied de bons effectifs, qui vont faire de bons résultats, qui vont produire un spectacle de qualité et qui vont attirer au terrain les spectateurs. Une fois qu'on a réussi ça, on a franchi le premier cap pour emmener notre football au développement. Donc je suis très heureux quand j'entends... Vous êtes très heureux, c'est non, Tayoro, Kipré, Fakori, Achicha. Ça se voit. Bravo, messieurs. Bienvenue. Et d'autres voilà, que vous ne citez pas parce que vous êtes un peu plus intelligent. Allez, nous avons un appelant, M. Zongaston, là, oui. Bonsoir, M. Zongaston. Bonsoir, Marie-Christine Beugué, la plus jolie de la 3. Oh, vous êtes un amour et je vous embrasse. En tout cas, je salue toutes les figures emblématiques qui sont vraiment sur le plateau, que je connais. Merci. D'accord, M. Zongaston. Maintenant, on vous écoute par rapport à la question LGT. Votre question, quand j'ai vu ça, j'ai vu que quand moi j'étais, en tout cas, étudiant à l'université en maths physique, quand Saint-Pierre Zinsou entraînait l'Afrique, j'étais assis non sur ses genoux au stade. Vraiment, j'étais très content. Et donc, lui là, il dégage ce qu'on appelle l'argent. Et donc, je pense que si ces gens, comme le Saint-Pierre Zinsou, comme ceux-là, je ne peux pas encore citer les gens, seulement qui étaient venus au Real de Madrid, et ainsi de suite. On a vu Chelsea au moment où Didier Drogba même était là-bas. C'est ça qu'on appelle l'évolution sportive.
En tout cas, il faut féliciter ça. Il faut encourager. Mais de grâce, ceux qui sont à côté, je leur demande pardon. Je dis bien de ne pas soutirer de l'argent inutilement à ces gens qui veulent faire de l'évolution, en tout cas sur le plan sport, pour essayer d'avancer nos jeunes qui veulent évoluer aussi en Europe. D'accord, c'est bien noté. Voilà, c'est ça. Et c'est pas la peine de vendre aussi des joueurs, mais pas comment. Exactement. Le message est passé, M. Zongaston, là, oui. C'est moi qui vous remercie. Gros bisous. Allez, la question LGT. Oui, football ivoirien, faut-il se réjouir de l'intérêt des hommes d'affaires pour les clubs locaux? Donc la page Facebook de la 3 et aussi le téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99. José Diati, on ne vous a pas encore entendu. Oui, moi j'ai dit oui, avec un petit mais derrière, mais comme je n'ai pas encore d'éléments palpables pour juger ceux qui ont pris les clubs en question, c'est pourquoi j'ai dit oui. Mais oui, mais parce que je ne sais pas avec quel modèle économique ces personnes-là viennent pour prendre ces clubs. Voilà, c'est le modèle économique qui est très important. Et moi, je vois par exemple le FC San Pedro, depuis 4-5 ans, qui est pris par des Tunisiens. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Si c'est pour prendre des joueurs, les amener au Bénin après, les amener en Tunisie, pour moi, ce n'est pas ça le modèle économique. C'est vrai, il y a les salaires, c'est vrai, il y a l'organisation du club, mais il faut construire des gens de demain. Il faut former des gens pour demain. Il y a des hommes, c'est le capital humain qu'il faut former. Voilà. Et pour ça, moi, je l'ai dit ici, il y a deux modèles. Le modèle sénégalais, il est très palpable. Il y a Génération Foot du président Madi Touré et il y a Diamba du président Seck. J'ai eu la chance en tant que journaliste d'aller par exemple au centre sportif de Diamba que j'ai visité, que j'ai discuté avec le président Seck. Mais ça fait rêver. Ils forment des hommes de demain. C'est-à-dire que vous êtes dans le centre. Même quand vous avez échoué pour aller jouer à l'extérieur, vous avez une opportunité de devenir un homme. C'est-à-dire, il vous faut passer des tests, ils vous font passer, ils vous mettent à l'école, vous passez des diplômes. Je suis allé, j'ai vu des gens, des jeunes qui n'ont pas pu aller monnaie les talents à l'extérieur, mais qui sont au sein du centre, qui ont eu du boulot dans l'administration sénégalaise, qui ont été formés, tout ça. Voilà. Donc, moi, c'est le modèle qui m'intéresse, le modèle économique avec lequel les gens. Vous partez à Diamba, et pour ça, il faut une composante de tout. Il faut qu'au niveau même de la fédération, tout cela soit canalisé. Il ne faut pas que des gens viennent uniquement pour lorgner la cagnotte de la carte de la Ligue des Champions et puis faire le championnat, c'est tout. Il faut former des gens. Il faut qu'on exige à ces preneurs de clubs d'avoir des centres de formation pour former les jeunes pour nos sélections. Parce que c'est de ça que le Sénégal vit avec Diamba. C'est de ça que le Sénégal vit avec Génération Foot. J'ai visité la chambre de... oui, José Diati, oui. Oui, de Grissa Ganagay à Diamba. Sadio Mané sort de Génération Foot. Tous les titres raflés par le Sénégal, dans la catégorie jeune, ce sont ces deux clubs-là qui leur font. Mais c'est canalisé. L'État sénégalais a donné 16 hectares. L'État sénégalais a donné 16 hectares à Diamba pour construire son centre. C'est bien noté, José Diati. En tout cas, pour vous mettez l'accent sur la formation. Oui, Amichichi. Oui, alors juste pour dire que dans la même veine que José Diati, c'est bien ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire, les manias qui viennent par les équipes. Mais seulement, il faut qu'ils survivent, que l'équipe survive à leur départ. Parce que les exemples sont légion. On a vu Iwanyaou au Nigeria, qui a disparu. On a vu Abdullah Babes au Nigeria, qui a disparu. On a vu l'Africa Sport en difficulté. Parce que la personne qui incarnait l'Africa Sport, en partant, est partie avec les maillots du club et le quart du club. Voilà. Et la Chandi Kotoko au Ghana, ce sont des équipes qui n'existent plus. Le Afia, c'était des équipes qui étaient tenues par un seul individu. Donc oui, je suis d'accord avec José Diati pour dire qu'il faut choisir un modèle économique qui permette au club de survivre après le président en question. D'accord. C'est ça, c'est une grosse... On a un appelant, et puis je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas, José Diati. Nous avons le grand humoriste ivoirien, Koloko Germain. Bonsoir, Koloko Germain. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est toujours un plaisir de vous recevoir en plus. Tout à fait. Bonjour Stéphane et puis Malo, ainsi que mon grand Germain et puis le bon. Oui. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Si ces gars-là viennent pour le sport, il ne faudrait pas qu'on mélange. Il y a le sport et puis il y a la politique. Il ne faudrait pas qu'ils viennent pour faire la politique. S'ils sont venus pour le sport, nous sommes d'accord.
que ces gars-là viennent au sport. D'accord. Moi, par exemple, mon équipe que je supporte, le jeu, je vois qu'il y a une marque de cigarette qui est partenaire. Actuellement, il ne fume pas, j'équipe le club. Ah. Tu vois. S'il y a une marque de cigarette qui est le partenaire de le sponsor, moi, j'équipe le club. Alors, je ne fume pas. Oui. Parce que j'ai un ami comme ça qui toussait, il m'a appelé au téléphone. Dès qu'il a toussé au téléphone, moi, j'ai plus son rhume là. Ça m'a vraiment fait mal. Donc, c'est pourquoi moi, je fais comme ça. D'accord. Donc, il y a une marque de cigarette qui est partenaire de mon équipe, moi, j'arrête. Bonne émission à vous. Merci beaucoup, M. Koloko. Stéphane voulait dire quelque chose. Nos cours communes. Ah oui, c'est vrai. Mais il a dit qu'il a trouvé ça à Bobo. Nous avons promis des cours communes à Bobo. Oui, Monsieur le Président. On l'a perdu. Il est parti. Oh, voilà, vous avez parlé des cours communes, le président est parti. Merci beaucoup à Koloko Germain qui nous suit chaque soir en direct sur la 3 du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Merci beaucoup à vous tous, très chers amoureux du sport, de nous suivre. Oui, José Diati. Oui, rapidement. En fait, rapidement. Je voulais juste ajouter pour dire que moi, je ne parlerai pas de mécénat. Parce que le mécénat suppose que celui qui donne n'attend rien en retour. Voilà. Alors qu'ici, c'est uniquement du business. Vous prenez la première ligue anglaise. La première ligue anglaise s'est développée, n'a pas attendu les richissimes Russes pour venir se développer. La fédération anglaise s'est assise pour dire, OK, aujourd'hui, il faut que nous rendions compétitif notre championnat. Ils ont eu 2 sponsors, la Barclays Bank et une société de billets américaine que je ne vais pas citer ici. C'est mieux. Voilà. Oui. Ils ont capitalisé. Après ça, après ces 2 sponsors, ce sont les droits télé. C'est à la suite de cet appât de gains que tout le monde s'est mobilisé pour venir en Angleterre. Voilà. Sinon, Abramovich ne vient pas en Angleterre parce qu'il vient créer une équipe. C'est parce qu'il sait qu'il y a de l'argent à prendre. D'accord. OK. Et sur la page Facebook de la 3, nous avons Mohamed Koroma qui nous dit bonsoir à la grande team. Oui, il faut se réjouir de cet intérêt car il peut dynamiser le football local et professionnaliser le secteur. Cependant, il faut que les clubs, les ligues et les organes régulateurs mettent en place des mécanismes pour s'assurer que ces investissements profitent au développement durable du football et respectent l'identité des clubs. D'accord. Bon, déjà, moi je vous invite, hein, messieurs, sur le plateau et aussi très chers téléspectateurs, à écouter les propos des dirigeants du Sporting Club de Gagnoa. On écoute. Donc là, on est déjà concentré sur la semaine prochaine, le 21, et le match à domicile le 28. Donc l'équipe est là au complet. Concernant les nouvelles recrues, il faudra attendre le prochain mercato. Et si besoin s'ensuit, effectivement qu'il y aura des nouvelles recrues, mais bon, ça c'est des surprises. Mais le réseau est là, étoffé, et il y a plein de joueurs qui sont prêts à venir me rejoindre ici en Côte d'Ivoire. Il y avait 2 points qui dérangeaient le député maire de Gagnoa. C'était au niveau de la délocalisation du Sporting Club de Gagnoa sur Abidjan. Et on lui a confirmé qu'on restait sur Gagnoa. Et sur la dénomination du nom, enfin, du Sporting Club de Gagnoa. Et on lui a confirmé que le nom allait rester pareil. Rien n'allait changer dans ce cas-là. Et il était content, et voilà. Voilà, à propos donc du dirigeant du Sporting Club de Gagnoa. Bon, nous avons un appelant, M. Ouattara Ibrahim, qui nous appelle de Bondoukou. Bonsoir, M. Ouattara Ibrahim. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Oui, ça va tout le monde au plateau. Bonsoir, monsieur. Bon, si vous pouvez augmenter un tout petit peu la voix avec une voix empreinte de dynamisme, s'il vous plaît, M. Ouattara Ibrahim. Rebonsoir. Bonsoir, moi. Voilà. Je vous écoute maintenant. Football ivoirien. Faut-il se réjouir de l'intérêt des hommes d'affaires pour les clubs locaux? On vous écoute. Oui. Vous savez, le football, là,
Une fois que tu n'as pas l'argent, c'est pas la peine que tu vas diriger une équipe en Côte d'Ivoire même. On a vu connaître comment j'ai appris Africa au moins en 2 ans, 3 ans. Africa a été champion 2 fois. Oui. Depuis ce jour-là, est-ce que actuellement Africa est où? Africa en 10e division. Donc ça veut dire que le football, si tu n'as pas les moyens, c'est pas la peine que tu vas être président du club, président du club. C'est mon avis. C'est votre avis, d'accord. Et on respecte votre avis. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Et puis, bon, je veux revenir sur la vidéo de Nikos Taïros, c'est ça? Bon, écoutez, il a promis faire un recrutement par rapport à la saison qui vient. Bon, de toute façon, il vient d'arriver aussi. Il vient d'arriver, il va prendre ses marques, il doit s'imprégner un peu de l'histoire du club, de sa culture, etc., etc. Après, il va certainement faire des choses. Et il a les moyens de faire des choses. Mais ce que je voulais dire sur les modèles, ce que moi j'ai pu observer, c'est qu'il y a 3 modèles au niveau des clubs. Il y a le modèle des socios et les supporters. On a ça avec des grands clubs comme Bayern, Barça, Real, etc. J'ai envie de citer ASEC Mimosa, où les clubs appartiennent aux supporters. On a ce modèle-là. On a le modèle de l'État, où l'État incite des grandes structures à mettre les moyens dans les clubs. On a ça en Chine, on a ça en Iran, on a ça même au Maroc, tout près de nous ici, et ça marche très bien. Et puis, il y a le modèle des mécènes. Mais personne n'investit gratuitement. Investir gratuitement dans le sport, ça n'existe pas. Mais c'est déjà bon que des mécènes viennent investir de l'argent dans nos clubs. Moi, je salue l'initiative. Je n'ai pas de réserve, j'ai des attentes. Okay. Contrairement à mes 2 aînés qui ont des réserves, moi j'ai des attentes. Les attentes, c'est que investir, c'est bien. Maintenant, il faut construire des clubs. Oui. Parce que beaucoup de mécènes qu'on a eus ont bâti des équipes et non un club. Ils se sont contentés d'avoir 11 superbes joueurs sur le terrain, mais derrière, il n'y a pas eu la construction du club pour installer un modèle de gestion, un modèle d'organisation un peu à l'image de l'ASEC Mimosa. C'est ce qui est notre attente. Notre attente, c'est de voir qu'on aurait souhaité, par exemple, qu'à cette époque-là, le président Jean Diomandé construise le service sport de San Pedro. On aurait souhaité, par exemple, que le président Yoboa construise l'équipe de Tanda. Mais est-ce qu'ils avaient les moyens de Motsepe ou de Katumbi pour pouvoir mettre sur pied ce que les autres ont réalisé? Donc, c'est ça qu'on attend de moi. Ce n'est pas des réserves. C'est des attentes que j'ai. Parce que quand des individus décident d'investir, d'injecter de l'argent dans un secteur d'activité, il faut le saluer. Comme on ne sait pas dans le monde entier, c'est l'argent qui a fait la force des clubs. C'est le soutien financier, l'apport financier, le rapport financier qui a fait la force des clubs. Donc dès lors qu'on a des individus qui viennent... Mais le football club de San Pedro, ils ont bâti un vrai comment on dit ça, complexe. Un patrimoine extraordinaire du côté de Brofodoumé. Même si pour l'instant, ils ne dominent pas totalement le football ivoirien, ils ne gagnent pas de coups pour nous, mais ce qu'ils ont fait déjà à Brofodoumé est intéressant. Si on a une dizaine, une quinzaine de personnalités qui réalisent ce que FC San Pedro a fait à Brofodoumé, c'est du pain béni pour le football ivoirien. Donc, moi, je salue leur arrivée. Maintenant, les attentes, c'est de leur demander de construire véritablement les clubs. C'est à ce rythme-là, c'est à ce niveau-là que nous pouvons pérenniser l'action de la présidence. Ils sont champions de Côte d'Ivoire. Hein, oui, quand même, FC San Pedro est champion de Côte d'Ivoire. D'accord, juste l'ajout de Ballot, c'est ça. Ok, très bien. Sur la page Facebook de la Trône, nous avons Ibrahima Koné qui nous dit « Je pense que c'est une excellente nouvelle et il était temps que les hommes d'affaires s'intéressent aux clubs locaux comme on le voit en Occident. Et moi, je veux aller plus loin. Il faudrait que des sociétés et réseaux de communication et de l'audiovisuel s'y mettent, comme on le voit en Tanzanie et en Afrique du Sud. » Oui, José Diati. Oui, en fait, quand on parle de modèle économique, le modèle économique doit être défini en amont, pas en aval. Voilà. C'est-à-dire, avant que l'investisseur n'arrive, il faut que le modèle soit défini. C'est-à-dire, pour un club, par exemple, comme ici, comme San Pedro, mais le conseil régional doit être impliqué. C'est-à-dire que c'est un projet de développement de toute une région. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève parce qu'il a les milliards en poche qui vient, qui dit « Ok, je prends le club ». Non. Paris, quand les Qataris sont venus, la mairie était impliquée. C'est-à-dire que c'est un ensemble global. Donc, moi, je ne suis pas contre. J'ai des attentes aussi. Mais je veux dire, dès le départ, c'est-à-dire que c'est le modèle économique, on doit le définir en amont. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une implication, même de la fédération. Même de la fédération. Vous octroyez 150 millions à des clubs de Ligue 1 qui viennent prendre des chèques. Vous ne savez. Mais vous pouvez même canaliser ces 150 millions. Vous leur dites, comme le projet Golf FIFA, hein, où c'est financé,
Mais c'est financer des projets, une partie est financer des projets. La fédération peut dire non, je vous donne 150 millions, mais je veux que 50 millions aillent dans des projets que nous allons suivre. Voilà. Donc, c'est tout ça que je voulais dire pour dire que c'est un peu à l'emporte-pièce pour moi. Ce n'est pas structuré. Et il faut qu'on arrive à structurer tout ça, que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, mais moi, je vais aller dans le sens de l'optimisme et rassurer mon aîné pour lui dire que c'est un début. Je pense que c'est vrai qu'il faut définir le modèle économique, faut que ce soit structuré, ce qui veut dire que le milliardaire qui investit doit s'appuyer sur de bonnes bases et doit avoir une très bonne vision, mais c'est déjà un début. Parce qu'on l'a dit, le premier besoin des clubs ivoiriens, c'est la recherche de la richesse. À défaut de connaître des clubs structurés pour aller chercher cette richesse, à défaut d'avoir une politique efficace pour aller chercher cette richesse, si elle vient de l'extérieur par des personnes qui ont de l'argent, qui ont, si vous voulez, les moyens, eh bien, ces moyens-là peuvent être mis à disposition de la structuration, de la définition du modèle économique. On ne peut pas définir un modèle économique de manière théorique sans qu'il n'y ait de moyens. La pratique ne suivra pas puisqu'il n'y a pas d'argent. Et donc, il faut cela, il faut donc ce début-là, et c'est ce début-là que nous encourageons, c'est la venue de ces hommes d'affaires-là que nous encourageons, mais tout en signifiant que voilà, c'est un début, mais il reste encore des choses à faire. Voilà. Parce que même avec Chelsea, on constate qu'il y a eu l'arrivée de Todd Boehly, le milliardaire, ça n'a pas forcément été suivi d'effet sportivement parlant. Mais sur le long terme, il y a de quoi, à travers les moyens, si vous voulez, développer le club et atteindre les sommets. D'accord. Donc, Balo, vos propos pour rassurer José Diati. Oui, Métété. Oui, alors, moi, je voulais juste rassurer Balo et Stéphane. Leur dire que... tout le monde rassure. Parce qu'on a dit oui. On a dit oui parce qu'on est d'accord que ces personnes-là, ces manias-là viennent dans le football. On est d'accord. Mais quand on a été mordu par un serpent, par une corde, on a été piqué par une corde, on a peur de tout ce qui arrive comme bête rampante. Voilà. Donc, j'attire l'attention de ces manias qui viennent dans notre... je n'ai pas dit maniant, j'ai dit mania. Qui viennent dans notre football, que le football, c'est un phénomène social. Le football se joue devant un public. Allez regarder le match de San Pedro. Il y a combien de personnes au stade? Il n'y a pratiquement personne. Personne, ouais, pas beaucoup. Si Yamoussoukro ne joue pas, Yamoussoukro qui joue à Abidjan, il n'y a personne. C'est ça. À titre de comparaison, regardez l'image des éléphants avec la population ivoirienne pendant la CAN. Cette fusion, ce rapport fusionnel avec notre équipe nationale. C'est à ça qu'il faut qu'on arrive au niveau de nos clubs. Le milliardaire, là, il achète le joueur, OK, mais il n'y a personne au stade. Les gens ne sont pas concernés par tout ce qui se passe dans leur ville. Mais il faut les intéresser. Les matchs ont eu lieu, il y a des matchs qui sont joués pendant la Covid en 2022, 2020-2022. Mais c'était une galère incroyable. Exactement. Les fédérations étaient obligées de mettre des haut-parleurs dans les stades pour faire comme s'il y avait du monde dans les stades. Voilà, une équipe, c'est pour le public, c'est pour un public. On joue devant les stades vides. Et bon, on est d'accord, mais il faut que ces gens qui arrivent, on est d'accord, je le répète, on est d'accord qu'ils viennent, mais il faut qu'ils changent de fusil d'épaule. D'accord. Nous avons un appel avant de poursuivre sur le plateau. Nous avons M. Yobo Philippe qui nous appelle de Roi Gaillot. Est-ce que j'ai bien prononcé? C'est ça. Voilà. Monsieur Yobo Philippe, bonsoir. C'est pas loin de Gagnois. Bonsoir. Non, Monsieur Yobo Philippe, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Yobo Philippe, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, je salue tout le monde sur le plateau. D'accord, mais est-ce que vous pouvez vous éloigner d'abord de votre téléviseur parce que ça fait un léger décalage, s'il vous plaît. D'accord. Je suis loin de... Voilà, c'est mieux. Maintenant, on vous écoute, monsieur Yobo Philippe. Bon, pour moi, tous ceux qui viennent là, oui, je ne suis pas trop pour. OK. Dans le temps, le championnat ivoirien était très bon. Quand on faisait le championnat du village, qui aimait même que tous les plateaux, il connaît. Même OHU, on jouait. OHU, il y avait des derbies. Moi, j'étais au centre de formation de Gagnois. Il se rappelle.
Oui, il se rappelle, oui. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent là, voilà l'exemple de la SEC. Oui. Quand quelqu'un a de l'argent et qu'il investit quelque part, il cherche à avoir quelque chose. Donc, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Il faut avoir des entraîneurs, il faut avoir de l'espace. Aujourd'hui, il n'y a même pas de terrain. Il y a des équipes de première division même qui n'ont pas de terrain. Ce n'est pas normal. Exactement. Ce n'est pas normal. Donc, où on va avec? Aujourd'hui, on a un championnat dans lequel on ne peut même pas prendre un joueur pour jouer dans notre équipe nationale. Avant, on était à la maison, on faisait notre classement à nous. Et ce classement-là était normal. Et les joueurs, on les connaissait. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas un joueur du championnat qu'on connaît. Donc, pour moi, tous ceux qui viennent là, c'est pour faire de la figuration. Il faut que, s'ils veulent, ils n'ont qu'à faire le championnat corpo. Voilà. D'accord. C'est ce que je voulais apporter comme précision. D'accord. Et on a bien entendu votre précision, M. Yobo Philippe. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Non, ça dit que, mais sur mon aîné Kekemi, ça dit qu'il faut regarder quand même l'identité des clubs. Le FC San Pedro, bon, je ne sais pas si dans l'histoire du football ivoirien, c'est un club qui, par le passé, non pas vraiment. Parce que le COE Sport de San Pedro fait plus de public que l'équipe de FC San Pedro. Donc, si le COE avait bénéficié peut-être des moyens, le président jeune avait bénéficié des moyens de San Pedro, il aurait fait public. Après la signature de la prise des actions de Taïro à Gagnoua, le stade a affiché complet à Gagnoua. Le stade a affiché complet. Donc, c'est peut-être après, derrière, vous avez l'identité, l'histoire du club qui peut peut-être régler la question des supporters. Mais ça va venir. Le supporter, lui, dès que l'équipe commence à faire du résultat, et qu'il y a un effectif de qualité, il y a des joueurs qui font rêver, le supporter, tout de suite, il revient au terrain. Ils vont revenir tout de suite. Maintenant, sur la situation actuelle, je pense qu'il y a un cadre juridique qui est nouveau maintenant. Puisque tout le monde parle de société de gestion. Société de gestion, autrement, on peut aller prendre des actions. Si vous êtes majoritaire, actionnaire majoritaire, vous prenez le conseil d'administration, mais à côté de vous, des supporters peuvent prendre des actions, certaines autres autorités prennent des actions, des communautés peuvent prendre des actions qui peuvent amener toute une communauté à faire bloc derrière l'équipe. Parce que quand même, le deuxième élément, en ce qui concerne les clubs, je parlais de modèle tout à l'heure, c'est l'esprit communautaire. Chaque équipe a une communauté. Une équipe appartient toujours à une communauté. Et quel que soit le mania qui vient, le mécène qui vient, c'est la communauté qui est derrière qui fait la force de l'équipe en question. La communauté de l'Africa, la communauté de la SEC, etc. etc. On voit ça dans tous les pays. Donc, mais le premier pas, qui est le plus important qui a été fait, c'est que des gens décident de mettre de l'argent. Dès qu'il y a de l'argent, vous voyez que l'activité se décuple, l'activité s'enrichit et tous les autres aspects à régler viennent progressivement. Donc, je le redis encore, il faut saluer et féliciter l'arrivée de ces messieurs. D'accord. Avant de poursuivre avec vous sur le plateau, s'il vous plaît, messieurs, la question LGT, un football ivoirien, faut-il se réjouir de l'intérêt des hommes d'affaires pour les clubs locaux? Et je vous invite à suivre le public sportif ivoirien. Personnellement, je trouve que c'est une très belle opportunité pour le football local parce que ça permettra à tous les clubs de pouvoir avoir au moins un sponsoring. Et ça permettra aussi aux joueurs locaux d'avoir avoir un surplus sur le salaire et ça sera plus bénéfique. Effectivement, quand ces hommes d'affaires-là arrivent, ça donne la concentration non seulement aux joueurs et la population se mobilise pour venir au stade et tout. En tout cas, ça commence à être professionnel. L'arrivée des hommes d'affaires dans notre championnat fera en sorte que il y aura plusieurs joueurs qui vont pouvoir s'intéresser à notre championnat parce que je pense qu'à ce niveau-là, les joueurs seront mieux payés. Voilà, donc je pense que ça sera bénéfique. Ça va dépendre aussi des contrats signés parce qu'auparavant, il n'y avait pas assez de trucs pour que le football ivoirien évolue. Mais en ce moment où je vois qu'il y a des milliardaires qui s'intéressent au club, je vois que les clubs ont aussi évolué quelque part dans le truc d'entraînement, d'équipement et d'accessoires pour pouvoir bien améliorer leur football. Et surtout les entraînements aussi qui sont plus, avec des entraîneurs qui sont qualifiés et pas comme des entraîneurs comme avant, on prenait au quartier quelqu'un pour venir être entraîneur. Donc je pense que dans ce sens-là, je pense que ça va envoyer au moins le football à évoluer d'une part. Bon, moi, à mon avis, si au moins les gens viennent investir encore dans le football ivoirien, ça va très bien se développer, très très bien même. Ça va beaucoup nous arranger, ça va beaucoup arranger, ça va beaucoup aider.
Voilà, c'était donc l'avis du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. Et puis une dernière question concernant l'actu pour vous, messieurs. Est-ce que déjà le fait de céder le club à des particuliers, est-ce que cela n'entraîne pas le désintérêt justement des cadres de la ville ou de la région? Balou? Non, moi je pense que ça doit aller de pair. Si on cède le club à un particulier, c'est au particulier de comprendre que le club appartient à une entité régionale ou départementale et que ce sont, si vous voulez, ces autorités au plan régional là qui vont lui donner la force de mobiliser autour de son club, mais qui vont lui donner l'appui de la ville, un appui administratif et peut-être même voilà, un appui d'un autre ordre, voilà, que je ne vais pas forcément citer ici, mais il faut savoir que ça va de pair, à mon avis, ça va de pair. Donc, on ne peut pas être propriétaire d'un club dans une région et se penser seul au monde. Moi, je ne pense pas que ça existe. D'accord. Et José Diati? Oui, bah, moi, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression que les gens ne sont pas d'accord avec l'arrivée des Non, mais José Diati, vous ne répondez pas à ma question. Hein. Non, j'ai dit... Oui. Vous avez même oublié ma question. Non. Un carton jaune pour José Diati. Je vais revenir à vous. Oui, MTT, vous n'avez pas oublié. Je vais oublier la question. Oui, c'est quoi donc? Allez-y. Allons-y. Vous allez donner votre dernière phrase, ne vous inquiétez pas. Oui. Oui, je pense que c'est... Normalement, ces personnes qui viennent prendre les clubs et les équipes doivent travailler pour l'amélioration de l'image de ces clubs-là. Oui, ben moi je demandais, est-ce que cela n'entraîne pas justement le fait que ce soit des particuliers? Est-ce que ça n'entraîne pas le désintérêt justement des cadres de la ville et de la région? Non, 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 parce que dans tous les cas, tout ce qu'ils vont faire va réjaillir sur la ville. C'est très important de le souligner. Mais très souvent, quand ces personnalités-là viennent, je dis très souvent, hein, je n'ai pas dit que c'est juste, ils viennent avec un calendrier caché. OK. Le gars qui n'est pas connu, il débarque là dans une ville, il prend l'équipe en main, il prend l'équipe, et puis c'est des visées politiques. Il va être maire, il va être député ou bien sénateur. Voilà. Ça, il aura trahi, je veux dire, ce pourquoi il est venu. D'accord. Voilà, le développement du sport dans sa région ou dans la région. Exactement. Après, bon, chacun peut toujours faire ce qu'il veut, mais je pense que ce n'est pas pour ça qu'on vient. Exactement. Et puis, je vous dis, qu'est-ce que vous désirez ajouter? Ça ne peut pas intéresser, ça ne peut pas motiver le désintéressement des cadres de la région. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit depuis. J'ai dit, ceux qui viennent investir, ils doivent avoir même une obligation d'intéresser les cadres de la région. Parce que c'est un projet communautaire. Et j'ai donné des exemples bien précis. Il ne s'agit pas uniquement de former des footballeurs. Il s'agit aussi de former des citoyens de demain. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas appelé à être professionnel. Tout le monde n'est pas appelé à être professionnel. Voilà. Donc, ça va de soi. Voici pourquoi je parle de structure en amont. C'est-à-dire, quand vous venez, on doit vous dire, voilà des gens avec qui vous devez travailler, voilà des gens que vous devez impliquer, notamment le conseil régional, la mairie. Donc, il ne s'agit pas de venir et puis dire, bon, j'ai les sous, je viens, je prends le club, et puis, bon, je fais comme bon les semble. Ça doit être imposé. Il doit y avoir un cadre même imposé par l'État de Côte d'Ivoire et la fédération. Mais ça, ce que vous dites là sur... Pour terminer, sinon vous allez prendre un carton jaune. Excusez-moi. Pour terminer sur ça, c'est écrit dans les règlements sur les transferts des joueurs. Quand vous prenez un enfant... sur ce que José disait à propos de former l'humain. Oui. C'est écrit dans les règlements statuts de transfert de joueurs. Vous prenez un enfant à 12 ans, vous l'amenez dans un centre de formation en Europe, le club a obligation de le former et dans les meilleures conditions. OK. Dans les meilleures conditions. Donc ça devrait servir de base à toutes ces personnes qui viennent prendre les clubs, non seulement installer des bons centres de formation, mais permettre aux enfants qui ne pourront pas suivre la voie du football de trouver une autre voie dans la vie. D'accord, très bien, messieurs. Donc, José Diati... Les cadres peuvent prendre... Marie-Christine Bégué, les cadres de la région peuvent prendre des actions dans ces clubs-là. C'est bien noté. Alors, bon, messieurs, on va terminer le débat justement sur l'actu de José Diati. Vous n'allez pas prendre un carton rouge, monsieur. Oh, décidément, ce monsieur. Vous avez déjà un carton jaune. Toutes mes excuses, Marie-Christine. Moi, je donne un carton jaune aussi, par plaisir, à votre voisin. Parce qu'il est trop calme. Il est trop calme. Le pauvre.
Ça me dérange, il faut qu'il est calme. Un dégât collatéral. Ça ressemble à un complot, ça. C'est bien fait pour Bravo, Marie-Christine. Voilà, quand même, il faut. Voilà. Allez, on passe à Saga des Pros, on y va. Saga des Pros, pour ce soir, il est à présent temps de donner des nouvelles de nos pachydermes sur le vieux continent et ailleurs. On regarde déjà cette vidéo. Allez, c'est donc parti pour Saga des Pros avec des nouvelles de nos pachydermes. Déjà, Sinali Diomandé et Traoré Ahmed Junior. Oui, Balo. Oui, en tout cas, sur Traoré Ahmed Junior, je pense qu'il continue sur la même lancée. Il avait été buteur face à Montpellier. En tout cas, depuis son arrivée à Auxerre, ses prestations sont très bonnes. Donc oui, pour moi, c'est une très bonne nouvelle dans l'optique de pouvoir toujours être d'attaque psychologiquement pour la sélection nationale, parce que c'est cela aussi l'avantage de briller en club, c'est d'envoyer de bons signaux aux sélectionneurs, mais c'est surtout d'arriver dans de bonnes dispositions psychologiques. En ce qui concerne Sinali Diomandé, son passage à Lyon, pour moi, était un tout petit peu mitigé. Donc ça fait du bien également de savoir que partie de si vous voulez, de ce passage mitigé à Lyon, que du côté d'Auxerre, il retrouve quelques couleurs. Là aussi, c'est une bonne nouvelle, défensivement parlant, pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ça nous offre d'autres options à explorer. Donc oui, c'est très bien et en tout cas, on les encourage sur cette lancée-là. Et surtout, ça offre d'autres options au coach Faye. Oui, notamment sur Sinali Diomandé. Oui. À une certaine époque, il était régulier à la sélection. C'est sous Baumel, non? Sous Baumel, il était régulier avec la sélection et puis après, il a disparu. Il n'a pas réussi à s'imposer véritablement dans l'équipe de Lyon. Là, il est en train de se relancer avec la formation de Auxerre, c'est bien. Oui. Lui, sa particularité, c'est qu'il est défenseur axial. Ça, il peut jouer dans l'axe. Il peut être également une bonne option dans le couloir gauche. Parce que Hassan Kamara, qui a été appelé là, n'arrive pas à s'imposer véritablement dans cette équipe des éléphants. Donc, Sinali Diomandé peut peut-être retrouver sa place. Je suis vraiment content pour Sinali Diomandé. Et puis, le but de Traoré, un ballon en profondeur, une belle course. Il dribble le gardien, il met le ballon au fond des filets. Lui aussi, René, du côté d'Auxerre. Il était en difficulté il n'y a pas longtemps du côté de l'Angleterre. C'est bien de voir ces deux garçons. Traoré, il a manqué la CAN. Pourtant, il avait sa place à la CAN. Il était là sur la dernière fenêtre. Il est d'ailleurs rentré au cours des 2 matchs. Sinali, lui, il avait complètement disparu des radars de la sélection. Là, maintenant, il est en train de se montrer à son avantage. Sait-on jamais avec le mois de novembre, avec les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN, s'il continue comme ça, il peut être une option dans le couloir gauche ou dans l'axe des éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, Tchétché, on a Evan Guessant avec ses prestations à Nice. Oui, alors, Evan Guessant, c'est un cas qui me gêne énormément parce que c'est un garçon qui a beaucoup de qualité avec son club à Nice. Mais ici, en équipe nationale, il passe très souvent à côté. Et pourtant, dans le match contre la Sierra Leone, sur le match aller, il a eu une grosse occasion. Il aurait pu juste mettre le plat du pied pour marquer. Ouais. Mais ça, il donne l'impression de quelqu'un qui n'est pas en confiance quand il a l'équipe nationale. Ah. Je ne sais pas. Il faut peut-être travailler psychologiquement avec lui. Et le jour où il marquera un but, je pense que ça va venir. Ouais, ça va venir. N'est-ce pas, José Diati, Evan Guessant? Oui, Evan Guessant, bon, il a de la qualité. Il a beaucoup de qualités. Je pense que c'est un temps d'acclimatation, d'adaptation qu'il lui faut encore en sélection. Ouais. Et je pense que ça va venir avec le temps. Et celui qui marque au début, hein, Jean-Philippe Crasso. Oui. Oui, pour moi, Jean-Philippe Crasso, c'est lui qui a fait la bonne pioche. Hein. Il avait son transfert, il avait des opportunités pour aller dans certains clubs. Il a choisi le Paris FC pour avoir du temps de jeu. Et où j'ai dit, il a fait la bonne pioche. Il a voulu choisir un club où il allait paraître un peu leader quand même. Et puis se relancer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et là, la France lui va très bien. Là, ça lui va très bien. Et je pense qu'il a repris de la confiance, surtout avec Paris FC qui vient d'être racheté. Je pense que ça va encore lui donner de la valeur. Et la saison prochaine, si le Paris FC arrive à monter, je pense qu'ils vont monter. Et il pourra faire une grande saison et bondir encore. Konaté Karim, qui s'est montré décisif. Oui, bien sûr, hein, il s'est montré décisif et c'est pas étonnant, c'est un joueur de qualité. Il faut rappeler qu'il est nommé pour le prix Copa du meilleur jeune joueur du Ballon d'Or, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire que c'est quelque part une forme de consécration. Je pense que du côté de Red Bull Salzbourg, il a montré de belles performances, mais pour moi, maintenant, il lui faut passer un palier, il faut passer un cap. Je pense que on n'a pas, pour certains observateurs, ils n'ont pas été très indulgents avec lui pour certaines prestations en sélection. Il sortait du banc très souvent. Il avait quelques petits temps de jeu qu'il n'a pas su exploiter. Ça ne voulait pas dire qu'il n'avait pas de talent. Il le prouve maintenant. Mais pour moi, il doit
quitter ce club-là pour atteindre d'autres dimensions, pour voir d'autres grands clubs, pour bien exploiter son talent et encore plus se développer. Parce que pour moi, il y a encore quelques marges de progression à son niveau. Donc, pour moi, oui, il doit encore penser à aller vers d'autres cieux. Et puis, on a Sébastien Haller. Bon, finalement, Roger Stéphane, est-ce qu'il a bien fait de déposer ses valises en Espagne? Bon. Non, là, on s'interroge. Ouais, c'est vrai. Bon, oui. Krassos, Haller, celui qui en parle le mieux, c'est Jean-Philippe Auria. Il n'est pas là. Il n'est pas là ce soir. Bon, vraiment, Haller l'a fait. Mais je pense que quand il quitte Dortmund, c'est pour avoir du temps de jeu. Parce qu'à Dortmund, il était vraiment en difficulté. Depuis son arrivée dans le club de la Roue, il était en difficulté. Donc, il part, c'est pour avoir du temps de jeu. À Leganés, il joue. J'ai vu qu'il a 6 matchs. Sur le dernier match, ils ont été battus 3-1 par le Real. Il est entré à 77e minute. Bon, il a encore quelques petits pépins physiques. Mais il faut qu'il joue. Maintenant, est-ce qu'en partant à Leganés, nous, on avait la certitude... Par l'Atlético. Comment? Par l'Atlético. Battu par l'Atlético, oui, voilà, oui, c'est bien ça. Est-ce qu'en partant à Leganés, on avait la certitude que Sébastien allait mettre des buts. Non, Leganés, c'est un petit club qui a 4 ans, qui a fait 4 ans en seconde division, qui n'a que dans son histoire 4 ans au niveau de la première, de la Liga espagnole. C'est une petite équipe qui défend, qui joue le bas du tableau. Forcément, quand vous êtes un attaquant du type Alain, vous n'allez pas cracher des buts comme ça. Donc, il faut qu'il joue. Moi, je suis content qu'il joue. Il va trouver ses repères, il va trouver ses marques. Voilà, il va retrouver de la sensation du jeu. Maintenant, s'il file une dizaine de buts, c'est déjà pas mal. Mais ça nous embête un peu. C'est notre Haller. Là, il n'était pas la dernière fois avec les éléphants. Là encore, il rentre à 77e minute de jeu. Mais moi, j'estime que le fait qu'il ait choisi ce club, c'est pour avoir du temps de jeu. Ce qui n'était pas le cas à Dortmund, il était relégué sur le banc. D'ailleurs, à Dortmund, vous avez vu le Guinéen. Le Guinéen, il pète les compteurs là-bas. Donc, je pense qu'Haller a bien fait. Maintenant, soyons indulgents. Ce n'est pas là-bas qu'il va performer de façon extraordinaire, qu'il nous plante quelques buts, qu'il soit titulaire. Nous, ça nous va. On le récupère en novembre avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Très bien. Bon, c'était donc Saga des pros avec des nouvelles de nos pachydermes. Et puis, la grande team de ce soir, c'est terminé. Donc voilà, merci beaucoup messieurs. Sur le plateau, merci Ballot. Je vous en prie. Vous voulez un deuxième carton jaune? Non, merci. Okay. Merci José Diaty. Un deuxième carton jaune pour le fun. Oui. Je souhaite que mon carton soit retiré à la prochaine fois. Non, je ne retire pas de le commissaire au match. Un carton jaune pour le fun. Voilà. Merci Roger Stéphane. À vous aussi, carton jaune. D'accord. Voilà, moi, j'ai l'habitude, ça fait 4 ans. Ah bon? Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Voilà. Un carton jaune aussi. Voilà. Avant, j'avais les rouges seulement. Le tour est fait. Allez, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. C'est un plaisir d'être avec vous chaque soir en direct sur la 3 de 20h30 à 22h. On se retrouve demain, mercredi, toujours en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.